Vous croyez que le Ghana est neutre? Détrompez-vous. Leur alliance secrète vient d'être révélée. Installez-vous bien, parce que ce que je vais vous raconter aujourd'hui va changer votre perception de la diplomatie ghanéenne, et peut-être même de l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. Rappelez-vous de ceci. En juillet 2025, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, annonce publiquement que le Ghana va coopérer à la production de drones pour sécuriser ses frontières. Il le dit sur les réseaux sociaux, devant le monde entier. La réaction d'Accra? Un démenti fulgurant. Le gouvernement ghanéen prend immédiatement ses distances, comme si Zelensky venait de les accuser d'un crime grave. Aucune entente n'a été conclue, aucune coopération militaire n'est prévue avec l'Ukraine. Voilà le message officiel. À l'époque, beaucoup d'entre nous se sont dit que l'affaire était close. Mais moins d'un an plus tard, tout bascule. Le ministre ghanéen des Affaires étrangères s'affiche à Kiev, assis face à Zelensky, discutant sans détour d'un accord de défense. Ce n'est pas pour parler agriculture, ni pour organiser des échanges étudiants. C'est un partenariat militaire, le tout premier du genre entre ces deux pays. En quelques mois à peine, le Ghana est passé du rejet total à un alignement assumé avec l'Ukraine, pays en guerre ouverte contre la Russie et acteur central dans la stratégie occidentale en Afrique. Ce revirement brutal ne peut pas être un simple concours de circonstances. Il pose une question fondamentale. Qu'est-ce qui a changé pour que le Ghana, champion autoproclamé du non-alignement, brise subitement sa neutralité? Et plus grave encore, que signifie ce virage pour la souveraineté du pays, pour la sécurité de ses citoyens et pour la stabilité de la région? Parce que si le public ne réalise pas la portée de ce basculement, il risque de perdre le contrôle sur les choix qui engagent son avenir et de payer le prix des jeux d'alliance qui se trament sans son consentement. Pour comprendre ce retournement choquant, il faut remonter le fil des événements récents. Le Ghana prônait la neutralité, mais les faits racontent une autre histoire. Officiellement, la politique étrangère ghanéenne a toujours été claire, ami avec tous, ennemi avec personne. Pendant des décennies, cette doctrine de non-alignement a permis au pays de se positionner en médiateur régional, respecté aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Afrique. Mais aujourd'hui, ce pilier de la diplomatie ghanéenne vacille dangereusement, et il suffit de regarder la chronologie récente pour comprendre pourquoi. Souvenez-vous, il n'y a même pas un an, en 2025, le président ukrainien Zelensky annonçait fièrement un partenariat militaire avec le Ghana. La réaction à Accra fut immédiate. Déni catégorique et communiqué officiel pour rassurer la population et préserver l'image de neutralité. À ce moment-là, le gouvernement jurait qu'aucun alignement n'était envisagé, qu'il s'agissait d'une fausse interprétation. Mais la suite va profondément ébranler cette façade. Février 2026, tournant décisif. Le ministre ghanéen des Affaires étrangères atterrit à Kiev. Pas pour une simple visite de courtoisie, non. Devant les caméras, il déclare ouvertement l'intention du Ghana de coopérer avec l'Ukraine, notamment en matière de défense. Un signal fort, à 1000 lieues des dénégations publiques de l'année précédente. Mais l'incohérence ne s'arrête pas là. 5 jours à peine avant ce déplacement à Kiev, le Ghana signait pas moins de 7 accords bilatéraux avec le Burkina Faso. Sécurité, commerce, gestion des frontières, lutte contre les stupéfiants, réponse commune aux catastrophes. Tout semblait indiquer une volonté de renforcer la solidarité régionale, un choix salué par de nombreux observateurs comme étant une démarche africaine, souveraine, loin des influences extérieures. Et d'un coup, la semaine suivante, le Ghana paraphe un accord de défense avec l'Ukraine, pays accusé par plusieurs États sahéliens d'alimenter les conflits dans la région. Comment expliquer cette valse diplomatique? Comment, en l'espace d'une semaine, un État peut-il promettre une coopération sécuritaire avec un voisin sahélien, puis s'allier avec un acteur aussi controversé que l'Ukraine, dont le rôle dans la déstabilisation du Sahel n'est plus vraiment un secret? Ce qui choque ici, ce n'est pas seulement le changement de cap, mais la duplicité affichée. Une façade de neutralité à usage interne, pendant que, sur la scène internationale, le Ghana choisit clairement son camp. Il est aussi crucial de se rappeler du contexte. L'Ukraine ne cache même plus son implication contre l'Alliance des États du Sahel,
dont le Burkina Faso est membre fondateur. Depuis 2024, des responsables ukrainiens ont publiquement revendiqué leur soutien logistique et opérationnel à des groupes rebelles dans le Sahel, parfois même en admettant avoir fourni des renseignements décisifs lors d'attaques meurtrières contre des soldats africains et leurs alliés russes. Le Mali a rompu ses relations diplomatiques avec Kiev, suivi par le Niger, et les 3 membres de l'Alliance du Sahel ont porté plainte au Conseil de sécurité de l'ONU contre ce qu'ils qualifient de soutien ouvert au terrorisme international de la part de l'Ukraine. Et pourtant, c'est précisément avec ce pays que le Ghana choisit d'officialiser une coopération en matière de défense, juste quelques jours après avoir signé des accords avec le Burkina Faso, cible directe de ces ingérences. Ce double jeu ébranle la crédibilité du Ghana, non seulement auprès de ses voisins, mais aussi sur la scène internationale. Faire abstraction de cette chronologie, c'est ignorer les enjeux graves pour la réputation et la souveraineté du Ghana, mais aussi pour la stabilité de toute l'Afrique de l'Ouest. Alors, comment expliquer cette duplicité diplomatique? Entrons maintenant dans le cœur du problème. Et si l'allié d'hier était le complice involontaire de l'ennemi d'aujourd'hui? C'est la question qui dérange, mais qu'on ne peut plus éviter. Alors que le Ghana s'affichait encore, il y a peu, comme le champion autoproclamé de la neutralité en Afrique de l'Ouest, il prend aujourd'hui un virage à 180 degrés. Regardons la réalité en face. Le Ghana collabore désormais ouvertement avec un acteur, l'Ukraine, soupçonné d'alimenter l'instabilité dans la région, tout en continuant de clamer qu'il œuvre pour la paix et la sécurité. Ce n'est pas une accusation en l'air. L'Ukraine est aujourd'hui pointée du doigt pour avoir fourni du renseignement et des drones à des groupes rebelles opérant au Sahel, des groupes responsables de la mort de civils, de soldats et même de commerçants ghanéens. Les preuves? Elles sont troublantes. Des sources du renseignement ukrainien ont elles-mêmes admis publiquement leur implication dans des attaques sur le sol africain. Et pourtant, au lieu de prendre ses distances, le Ghana fait le choix de renforcer ses liens, jusqu'à envoyer son ministre des Affaires étrangères à Kiev, le jour même où une nouvelle allégation explosive surgit. Ce jour-là, Kezi Pratt Jr., journaliste ghanéen renommé et respecté, révèle publiquement que les drones ayant servi à tuer des commerçants ghanéens, des gens ordinaires partis acheter des tomates au Burkina Faso, seraient d'origine ukrainienne. Il n'avance pas cela à la légère. Selon lui, ce n'est pas une rumeur, mais une réalité appuyée par les propres aveux du renseignement ukrainien sur leur rôle dans des actes terroristes au Sahel. Que l'Ukraine démente ensuite, c'est leur droit, mais face à un journaliste de la trempe de Kezi Pratt Jr., on ne peut balayer ces révélations du revers de la main. Souvenez-vous, ces commerçants ghanéens, tués le 14 février, n'ont jamais eu droit à la justice. Ils ont été réduits en cendres, des familles entières plongées dans le deuil, et la nation a pleuré ses enfants. 11 jours plus tard, que fait le Ghana? Envoyer son ministre à Kiev, négocier un accord de défense avec un pays accusé d'avoir fourni les armes qui ont tué ses propres citoyens. Comment peut-on revendiquer la neutralité dans un tel contexte? Comment justifier une telle duplicité? Certains diront, ce ne sont que des allégations. Mais prenons un peu de recul. Depuis des mois, les signaux s'accumulent. L'Ukraine n'est pas simplement présente en Afrique de l'Ouest, elle y entraîne, arme, et coordonne des opérations avec des groupes rebelles, c'est documenté. Alors, voir Accra s'aligner aussi ouvertement alors que les soupçons s'alourdissent, ce n'est plus un hasard, c'est un choix politique assumé. La position du Ghana devient alors intenable. Un jour, il signe un accord avec le Burkina Faso, pays frontalier et partenaire historique. La semaine suivante, il tend la main à l'Ukraine, adversaire déclaré de ce même partenaire. Difficile de faire plus contradictoire. À ce stade, le Ghana n'est plus un simple spectateur du chaos régional, il en devient un acteur central. L'axe anti-Sahel se dessine clairement, et le Ghana s'y insère, quitte à y sacrifier sa réputation de médiateur ou de pays neutre. Ce virage n'est pas sans conséquences. Le Ghana joue gros, sa souveraineté, son image, mais surtout la sécurité de ses citoyens et la stabilité de toute l'Afrique de l'Ouest. En s'alliant ouvertement avec l'Ukraine, un pays dont l'implication dans les attaques contre ses propres ressortissants est évoquée par la presse nationale, le Ghana court le risque de se mettre à dos ses voisins.
L'isolement diplomatique guette, et avec lui, la possibilité de représailles, voire d'une escalade régionale qui pourrait lui être fatale. Le Ghana n'a plus l'excuse de l'ignorance. Ses choix sont désormais scrutés à la loupe, à l'intérieur comme à l'extérieur de ses frontières. Les citoyens s'interrogent, pourquoi pactiser avec un pays soupçonné d'alimenter la terreur dont nous sommes victimes? Pourquoi abandonner une politique d'équilibre pour devenir le bras armé d'intérêts extérieurs? Cette duplicité sape la confiance non seulement de la population, mais aussi des partenaires régionaux. Qui prendra encore au sérieux la parole d'Accra, demain, à la CEDEAO ou dans l'Union africaine? Mais attention, ce revirement brutal ne s'explique pas seulement par une série de décisions improvisées. Il est le fruit d'un travail de fond, d'une campagne d'information savamment orchestrée, qui a préparé l'opinion à accepter ce basculement. Car rien n'arrive par hasard en géopolitique. Alors, comment en est-on arrivé là? Quels mécanismes ont permis ce changement de cap, et qui en tire réellement profit? C'est ce que nous allons décrypter dans la prochaine partie. Quand la guerre de l'information dicte la politique étrangère, qui gagne vraiment? Ce qu'on vient de vivre au Ghana, c'est précisément ce scénario. Une séquence millimétrée, orchestrée non pas par hasard, mais par une stratégie d'influence bien huilée venue d'Europe, d'Ukraine et des États-Unis. Tout commence par ce que l'Union européenne a appelé sa campagne de résilience contre la désinformation. À première vue, une initiative pour protéger la société ghanéenne des fausses informations. L'ambassadeur de l'UE à Accra l'a dit clairement. Les sociétés ouvertes comme le Ghana seraient la cible d'attaques informationnelles visant à affaiblir l'unité et la démocratie. Mais, attendez. Qui décide de ce qui est de la désinformation? Qui trace la frontière entre information gênante et manipulation hostile? Regardons les faits. Quand un porte-parole du renseignement ukrainien admet l'implication de son pays dans une embuscade ayant tué des soldats africains, en parle-t-on comme d'une désinformation? Quand des rapports crédibles évoquent des formations militaires de rebelles africains par l'Ukraine, est-ce examiné par ces campagnes de vérification? Ou bien, certains sujets deviennent-ils tabous, protégés parce qu'ils dérangent le narratif voulu? Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la campagne de l'UE n'avait pas pour objectif principal de protéger les Ghanéens. Elle visait à préparer l'opinion publique. Comment? En créant un climat où toute critique de ces nouveaux partenariats, ou toute remise en question de l'alignement sur l'Occident, pouvait être étiquetée automatiquement comme manipulation étrangère ou propagande hostile. C'est ça, le schéma. Neutraliser l'espace du débat, verrouiller le récit dominant. Et puis, arrive l'affaire du Russe. Souvenez-vous, ce scandale qui a enflammé le pays il y a quelques semaines. Un homme, présenté comme citoyen russe, accusé d'avoir secrètement filmé des femmes ghanéennes. Le scandale explose sur les réseaux sociaux. La police, la justice, plusieurs ministères se mobilisent en urgence. Mais détail essentiel, ce n'est pas tant l'accusation qui fait les gros titres, c'est la nationalité de l'homme. La Russie devient le cœur du récit et en moins de 48 heures, le Ghana convoque l'ambassadeur russe, adresse une protestation diplomatique officielle et évoque même la possibilité d'une extradition via Interpol. Au final, ce qui aurait pu rester une affaire criminelle classique se transforme en incident diplomatique majeur. Et regardez la suite. À peine la tension installée avec la Russie, le ministre des Affaires étrangères du Ghana s'envole pour Kiev, capitale de l'Ukraine, pays en guerre contre la Russie, pour négocier un accord de coopération militaire. La séquence est limpide. D'abord, l'UE prépare le terrain avec sa campagne anti-désinformation. Ensuite, on amplifie un incident impliquant un ressortissant russe, créant un fossé avec Moscou. Puis, on officialise un partenariat militaire avec l'Ukraine. Résultat, le Ghana bascule de la neutralité vers l'alignement stratégique avec l'Occident, verrouillant son positionnement contre la Russie et, par extension, contre l'Alliance des États du Sahel. Mais tout cela n'aurait pas été possible sans la participation active des médias locaux, des influenceurs sur les réseaux sociaux et même, parfois, de la société civile. Beaucoup ont relayé l'affaire du Russe en la présentant comme une menace nationale, sans jamais se demander à qui profitait vraiment ce basculement du débat. Chacun, à son niveau,
a contribué à préparer le terrain pour ce changement diplomatique, souvent sans mesurer les conséquences. Le risque, dans cette histoire, c'est que si l'opinion publique accepte sans esprit critique ce genre de pilotage, elle valide des choix qui pourraient entraîner le pays dans des conflits étrangers ou dans des alliances qui ne servent pas ses propres intérêts. On l'a vu, l'indignation populaire, orchestrée et canalisée, a abouti à un réalignement diplomatique dont les implications peuvent aller bien au-delà de la simple coopération militaire. On parle ici de souveraineté nationale, de sécurité et même de stabilité régionale. Alors, face à ce nouvel environnement où l'information est devenue une arme et où la frontière entre la protection et la manipulation devient floue, la vraie question c'est: quelles leçons peut-on tirer pour l'avenir du Ghana et de toute l'Afrique de l'Ouest? C'est ce que nous allons explorer tout de suite. Comprendre le piège de l'alignement, c'est préserver sa souveraineté. Il faut bien saisir ce que le rapprochement du Ghana avec l'Ukraine révèle, non seulement pour les Ghanéens, mais pour toute l'Afrique de l'Ouest. Car aujourd'hui, le Ghana n'est plus seulement un État souverain. Il devient la pièce maîtresse d'un encerclement stratégique orchestré par l'Occident et l'Ukraine autour des États du Sahel. Ce n'est pas un mouvement anodin, ni une simple évolution diplomatique. C'est une bascule, un signal fort qui expose la région à de nouveaux risques d'instabilité et d'isolement. Pourquoi est-ce si inquiétant? D'abord, parce que ce genre de réalignement se fait rarement dans la transparence. À chaque incident médiatisé, à chaque polémique montée en épingle, il y a une intention sous-jacente. On l'a vu. La campagne d'information qui a préparé le terrain à ce rapprochement a su exploiter l'indignation populaire, sans jamais que les citoyens ne se demandent vraiment à qui tout cela profitait. Les discours étaient calibrés pour susciter la réaction, détourner l'attention et pousser à accepter, presque sans débat, un choix d'alignement qui n'a rien de neutre. Et voilà le résultat. Le Ghana, autrefois partisan du non-alignement, négocie ouvertement un accord de défense avec un pays en guerre, l'Ukraine, qui, rappelons-le, est accusé d'avoir exporté le conflit jusque sur le sol africain, notamment dans le Sahel. Cela va bien plus loin que le simple appui à un partenaire international. C'est l'officialisation d'un camp choisi, d'une rupture avec la possibilité même de la neutralité. Et ce choix, il isole le Ghana. Il le rend vulnérable à des représailles, l'expose à l'hostilité d'États voisins qui, eux, s'ancrent dans l'autre camp, l'Alliance des États du Sahel, soutenue par la Russie. Mais la leçon la plus importante à retenir, c'est celle-ci. Il faut toujours se demander qui tire profit de chaque crise, de chaque information relayée par les médias ou par les réseaux sociaux. Trop de fois, l'opinion publique a été instrumentalisée, piégée dans des débats dictés d'ailleurs, sans jamais prendre le recul nécessaire pour décoder les véritables enjeux. Accepter sans questionner, c'est laisser aux autres le soin de décider du destin de son pays. C'est pourquoi la vigilance citoyenne est plus cruciale que jamais. Il ne suffit plus d'écouter les déclarations officielles ou de suivre les tendances sur les réseaux sociaux. Il faut questionner, recouper, analyser. La politique étrangère ne doit pas se jouer dans l'ombre, derrière des accords conclus à huis clos, pendant que l'opinion publique est détournée par des polémiques fabriquées. Le peuple ghanéen, tout comme l'ensemble des peuples d'Afrique de l'Ouest, doit exiger de la transparence et de la cohérence dans le positionnement international de ses dirigeants. Car au fond, c'est la souveraineté qui est en jeu. Un mauvais alignement peut coûter cher, perte de crédibilité, isolement régional, voire implication dans des conflits qui ne servent pas les intérêts du pays. Et c'est là que le danger devient réel. Ceux qui ne s'informent pas, qui ne remettent pas en question ces choix, finissent par perdre leur pouvoir d'influence sur l'avenir de leur nation. Ils se réveillent un jour, découvrant que leur pays a été entraîné dans des querelles étrangères, sans jamais avoir été réellement consultés. L'exemple du Ghana doit donc servir d'avertissement. Ce qui se joue aujourd'hui à Accra pourrait demain se reproduire à Abidjan, à Lomé, à Cotonou ou dans n'importe quelle capitale de la région. Alors, à quoi bon tout cela? Pour rappeler qu'il ne suffit pas de dénoncer après coup. Il faut comprendre, anticiper et agir dès les premiers signaux. Refuser d'être les instruments d'une politique qui ne dit pas son nom. Exiger que les choix diplomatiques soient discutés, débattus, assumés au grand jour,
et non orchestrée dans le secret des chancelleries ou sous l'influence de puissances extérieures. Il est temps de conclure et de se poser la question fondamentale. Le Ghana est-il encore maître de son destin? Le masque est tombé. Le Ghana a choisi. Et vous, choisirez-vous de regarder ou d'agir? Voilà où nous en sommes. La prétendue neutralité du Ghana n'est plus qu'un souvenir. Le gouvernement ne fait même plus semblant. Après des années de discours prudents, de négociations en coulisses, de communiqués soigneusement rédigés pour ménager toutes les parties, Accra a franchi la ligne. La visite officielle en Ukraine, la signature d'accords de défense avec un pays en guerre, un pays que certains journalistes ghanéens accusent directement d'avoir été impliqué dans des actes terroristes déstabilisateurs en Afrique, ce n'est pas un hasard, ni un glissement progressif. C'est un choix stratégique, assumé et surtout orchestré. Ce qu'on observe ici, c'est bien plus qu'un alignement diplomatique. C'est le résultat d'une campagne d'information, menée tambour battant pour façonner l'opinion, préparer la population à accepter l'inacceptable, l'abandon du non-alignement, au profit d'un ancrage dans le camp occidental, face à l'alliance des États du Sahel. On a instrumentalisé des incidents, exagéré des menaces, et présenté la coopération avec l'Ukraine comme une nécessité, alors même que l'ingérence étrangère continue d'alimenter l'instabilité dans la région. Pendant que des civils ghanéens paient le prix de cette instabilité, leurs dirigeants veulent signer des accords militaires à des milliers de kilomètres, avec des acteurs dont la sincérité est, au mieux, douteuse. Mais pourquoi est-ce grave? Parce qu'en rompant sa neutralité, le Ghana expose non seulement sa souveraineté, mais aussi sa sécurité et sa réputation auprès de ses voisins. Le pays risque l'isolement, des représailles économiques, politiques, voire militaires. Il risque aussi d'être entraîné dans des conflits qui, fondamentalement, ne servent pas ses intérêts. Pensez-y une seconde. Le Ghana a-t-il réellement intérêt à devenir la base avancée d'une stratégie occidentale d'encerclement contre le Sahel? Ou n'est-il qu'un pion dans un jeu plus vaste, manipulé par des puissances qui n'ont rien à perdre, mais dont les populations africaines seront toujours les premières victimes? Certains diront que le Ghana n'a pas eu le choix, que la pression était trop forte. Mais ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une simple réaction à une crise. C'est le point d'aboutissement d'une stratégie réfléchie, où la communication précède l'action, où chaque incident sert à justifier le pas suivant vers l'alignement. Aujourd'hui, l'Occident a trouvé au Ghana un partenaire de circonstance. Les États-Unis sont bien présents au Nigeria, la France verrouille le Bénin, l'Europe multiplie les accords. Et maintenant, l'Ukraine s'invite officiellement, alors qu'elle n'a jamais caché son ambition de s'implanter sur le continent, ni sa responsabilité dans certains affrontements meurtriers. Regardez la carte. Les côtes sont verrouillées. Le Sahel est encerclé. Le Ghana est devenu, de fait, un État frontière de cette nouvelle guerre froide africaine. Mais le plus inquiétant, c'est la duplicité de la démarche. Pendant des années, le Ghana a nié tout partenariat avec l'Ukraine. Puis, soudainement, tout est officialisé. Pourquoi ce revirement? Le deal des drones, nié l'an dernier, était-il déjà le signe que l'opinion n'était pas encore prête? Ou a-t-on simplement attendu le bon moment pour retirer le masque? Les preuves s'accumulent que la coopération était déjà une réalité, bien avant l'annonce officielle. L'heure n'est plus à l'aveuglement. Ignorer ce basculement, c'est prendre le risque de voir l'Afrique de l'Ouest replonger dans un cycle de déstabilisation dont personne ne sortira indemne. Nos choix d'aujourd'hui détermineront la sécurité et la souveraineté de demain. Alors, la vraie question. Allons-nous rester spectateurs ou exiger de nos dirigeants qu'ils rendent des comptes? La diplomatie ne doit pas être un jeu d'ombre où le peuple découvre trop tard qu'il a été sacrifié sur l'autel d'intérêts étrangers. L'avenir du Ghana et de toute la région dépend de notre vigilance, de notre capacité à poser les bonnes questions et à refuser les réponses toutes faites. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que le Ghana est encore capable de retrouver une position d'équilibre? Ou ce choix marque-t-il le point de non-retour pour la neutralité en Afrique de l'Ouest? Échangeons, débattons, car c'est ensemble que nous pouvons peser sur le destin de notre continent. Merci d'avoir regardé. Si ce sujet vous interpelle, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines analyses.
À bientôt.